Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison du Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration de 20 télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, le 5-10-15? C'est un espace absolument magnifique. C'était des belles professions dans ce temps-là? J'ai fait 40 ans, madame. Non. Je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme prend racine comme l'arbre. Avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ça? Est-ce qu'il y a des jeunes qui vont pour pas que ça se perde? C'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public. Ça représente une belle tradition, en fait, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs. Au sommaire pour vous cette semaine. À Berthierville, le 9 août dernier, les pluies abondantes provoquées par les restes de l'ouragan Débby ont provoqué de lourds dégâts. À Val-Brillant, on inaugure de nouvelles installations pour le traitement des eaux usées. À Cap-Santé, l'intégration des nouveaux arrivants passe par la pêche à la ligne. À l'île-aux-Coudres, les recherches se poursuivent sur l'épave du Minerva. À Sainte-Luce, une cérémonie en hommage à l'haltérophile et médaillée olympique Maude Charron. Et à Montmagny se tenait la 35e édition du Festival mondial de l'accordéon. Et pour commencer cette nouvelle saison du Bulletin des régions, je m'entretiens avec le réalisateur Christian Mathieu Sauvé sur la série de documentaires à la découverte de nos TV locales. Depuis quelques semaines, vos télévisions communautaires diffusent une nouvelle série qui s'appelle « À la découverte de nos télévisions locales ». Cette série présente chacune des 21 télévisions communautaires qui participent au Bulletin des régions et qui sont situées un peu partout au Québec. Et pour parler de cette nouvelle série que vous pouvez voir sur nos ondes, eh bien, je m'entretiens avec son réalisateur, Christian Mathieu Fournier. Christian, bonjour. Bonjour, Martin. Christian, qu'est-ce qui vous a intéressé pour faire une série sur les télévisions communautaires? Bien, moi, en tant que cinéaste, je me suis toujours intéressé à nos régions au Québec. J'ai, depuis 1998, fait des films en Abitibi, à Murdochville, puis ayant travaillé à CJSR, la télé communautaire de Saint-Raymond. Qui est d'ailleurs le producteur de la série. Oui, effectivement. Je me suis dit, suite à la visite de certains membres de Cogeco, je vais aller découvrir les télés communautaires associés à Cogeco au Québec. Il y en a environ 19, si ma mémoire est exacte. J'ai dit 21, mais c'est 19. C'est 19. OK, parfait. Oui, c'est ça. Puis j'ai commencé par celles qui sont en Gaspésie, qui sont assez nombreuses. On en compte, si ma mémoire est bonne, 9. Donc, en septembre dernier, accompagné par un de mes amis, Charles Laviolette, qui travaille à CJSR, on est allé rencontrer toutes les télés communautaires dans la région de la Haute-Gaspésie. Vous avez travaillé par le passé avec différentes nations, les nations autochtones. Vous avez fait des situations aussi, des mises en situation de réalité régionale, de réalités socio-culturelles qui se vivent en région. Qu'est-ce que vous avez découvert dans nos télévisions communautaires? Bien, la première chose qui m'a frappé, c'est de voir à quel point parfois une seule personne peut soutenir et faire vivre une télé communautaire. Et ça, j'ai constaté souvent que les gens peuvent travailler jusqu'à 60 heures semaine. Les 3 premières télé communautaires que j'ai filmées, il y en avait 2 qui étaient seuls au travail, à faire vivre. Il y en a une qui était là depuis 20 ans, celle de Mont-Louis, Sophie. Qui malheureusement est disparue maintenant. En tout cas, disparue des ondes de Cogeco, faute d'abonnés Cogeco dans le secteur. Oui, la concurrence est très forte là-bas avec TELUS. C'est ça la vie. Puis, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que sans les télés communautaires actuellement, les nouvelles régionales seraient peut-être inexistantes. Et c'est ça qui m'a frappé énormément, qui m'a... Parce que les télévisions communautaires ne viennent pas en supplément, par exemple, au journal local ou au poste de radio local, à des endroits qu'il ne reste que de la télévision communautaire? 4/5 des télévisions que j'ai filmées n'ont plus de journaux en région. Donc, l'information régionale porte essentiellement sur le travail des télévisions communautaires? Tout à fait. Parce que aussi, on assiste à la disparition de TVA, de Radio-Canada en région. On l'a vu l'année passée. Ils ne sont pas présents dans nos marchés. Pas du tout. Sauf quand un ministre ou il y a une grosse nouvelle, ils se déplacent, mais autrement, on ne les voit plus. Non, on l'entend bien. Là, Sophie l'a dit dans l'émission cette semaine. Ils viennent juste pour les accidents ou les cas de meurtre sordides. Sinon, les nouvelles positives ou les visites de leurs députés ou les événements sportifs, culturels, la couverture revient qu'aux télé. On va donc témoigner d'une certaine façon du déclin de l'information en région avec cette série? Bien, on va d'abord... Déclin des autres, mais on parle de en fait, dans un premier temps, c'est qu'on va enfin voir la réalité des télés communautaires. On va rentrer dans des milieux auxquels on est rarement rentré auparavant. On va voir les similitudes, on va voir la mission, les défis. On va voir à quel point les employés sont dévoués, puis en dépit de salaires souvent
peu élevés arrivent à faire des petits miracles. Ça va être attachant. Moi, en tant que cinéaste, je m'interroge puis je me questionne toujours sur l'injustice. Puis j'ai envie de sensibiliser la population face aux films dans lesquels je m'engage. Ceci étant dit, le deuxième aspect, effectivement, c'est qu'on se rend compte qu'il y a un mouvement très dramatique au niveau de la qualité de l'information puis de la diffusion de l'information au Québec. C'est vraiment en flèche descendante, à un tel point que j'ai décidé, au regard de tous les tournages que j'ai faits, d'en faire un long-métrage documentaire à l'hiver 2025. Donc, suite à la série qui va présenter 19 télévisions communautaires, il y a un film qui s'en vient. C'est quoi votre constat de la situation? Elle est alarmante. Moi, je dirais ceci, pour donner de la valeur aux télés communautaires, aux télés régionales, à nos télés locales, c'est que si les télés disparaissent, l'information en région, il n'y en aura plus. Est-ce que vous avez vu des pistes de solutions? Parce qu'il n'y a pas que du négatif quand même dans votre tournée. Vous voyez, vous avez rencontré des gens passionnés qui font de l'information en région. L'avenir se place où? Bien, l'avenir, c'est les plateformes. C'est YouTube, c'est Twitter, c'est TikTok. Oui. Donc, les gens commencent à filmer en format TikTok. OK. Réseaux sociaux. Exactement. Les réseaux sociaux vont sauver la mise parce que, en fait, le premier danger, c'est la télévision, le câbleau traditionnel qui est fragile et qui est probablement Télévision appelé... généraliste traditionnelle, c'est appelé à ça? disparaître. Il faut voir la réalité en face. Combien d'années? 5-10 ans. Puis on le voit, la clientèle est vieillissante. Les jeunes... Et 40 ans et moins n'écoutent plus la télévision, sauf souvent pour ne sont pas câblés, tout simplement. Exactement. C'est Netflix, c'est Disney, c'est Radio-Canada sous tout.tv, TVA aussi avec Apple TV, Chromecast. Qu'est-ce qui anime les artisans de ces télés-là, qui font beaucoup avec peu de moyens et qui réussissent à, je dirais, à maintenir le navire à flot? C'est la passion. C'est la passion de ce qu'ils font. C'est l'intérêt qu'ils ont envers leur propre région, envers les gens, tu sais, je veux dire... Il y a un engagement envers nos communautés. Oui, puis il y a un attachement communautaire. C'est ça, le communautaire. Il faut arrêter de le galvauder puis de le réduire à néant. La communauté, c'est ce qui est le plus important. On dit toujours d'acheter local, mais il faut filmer local aussi. Pourquoi toutes les émissions, pourquoi tous les postes de radio diffusent des informations internationales, montréalaises? On n'est pas des plateaux mont-royalistes, là. Il y a autre chose aussi que Montréal. Il y a les régions, puis les régions nourrissent les villes. Alors, les nouvelles qui émanent des régions doivent aussi être portées à Montréal, puis c'est ce que je veux faire aussi avec le film en faisant une tournée. Je veux montrer aux gens ce qui se passe en région via les télécommunautaires. Je veux montrer que l'information en région est aussi importante que celle en ville. Absolument. Techniquement, cette série va être présentée sur les ondes des télévisions communautaires du Québec, celles associées à Cogeco. Les diffusions sont commencées. Parlez-moi un peu du format que vous nous présentez pour nos télévisions communautaires. Oui, bien en fait, c'est des portraits de 14 minutes. Il y en a 2 par semaine. C'est essentiellement construit autour de la visite sur une journée ou 2 des employés et on fait des suivis avec eux. C'est-à-dire que je vais les suivre à une séance de bingo, faire un conseil municipal, faire des entrevues, des reportages, c'est ça. Puis j'insère à travers le reportage de 14 minutes des archives ou des émissions type, des émissions auxquelles ils s'identifient fortement pour qu'on voit ce qu'eux filment, leur type d'émissions à eux. Et c'est à partir du tournage dans ces 19 télévisions communautaires que vous allez produire un documentaire plus général qui va présenter l'ensemble. Exactement. Qu'est-ce que vous avez découvert pendant ce tournage? Bien, personnellement, ce que j'ai découvert, c'est mon amour pour les régions. Ça, c'est oui, qui était connu avec vos œuvres. C'est ça. Puis je me suis rendu compte que les télés locales au Québec n'ont rien à envier à Radio-Canada ou à TVA. Absolument pas. Merci. Bien, je trouve que du point de vue technique, l'appareillage aujourd'hui est de grande qualité. On a des jeunes qui travaillent maintenant pour les télés communautaires puis ils ont énormément de talent au niveau d'image, au niveau du montage. Les journalistes sont compétents. Cette compétence-là, maintenant, elle est présente. Ce que peut-être autrefois était plus difficile dans les années 70-80 parce que l'appareillage était moins évident. Est-ce qu'il y avait du Radio-Canada régional puis du Radio-Canada local? Les gens allaient travailler là aussi. Là. Il y a ça aussi, oui. Bien, écoutez, bien hâte. Puis j'invite tout le monde, bien sûr, à écouter cette série, à la découverte de nos télés locales. Le film est prévu pour quand? Hiver 2025. Bien, Christian Mathieu Fournier, merci beaucoup d'être passé nous voir ce matin. C'était un plaisir, Martin. Et au plaisir de vous écouter. Merci. Le 9 août dernier, à Berthierville, les restes de l'ouragan Déby ont déversé pas moins de 220 mm d'eau en l'espace de 2 jours et causé d'importants dommages. Daniel Yvon, de CTRB, nous présente un entrepreneur qui fait preuve de beaucoup de résilience pour relancer son commerce.
Bonjour, Jimmy, comment ça va? Ben, ça va bien, ça va Je te bien. vois souriant quand Ouais, même. Toujours, malgré tout. Merci de nous accorder une entrevue. C'est d'accord, aujourd'hui, on va parler un petit peu de la prémisse de qu'est-ce qui s'est passé, parce que ça va faire un mois, là, faut quand même le dire. Ouais, exact, ça va Quand même, tellement vite. On a le droit à la version Ben oui, officielle. absolument. et Écoute, la bonne version. Il fallait gérer la situation Ouais, en premier. Donc, la situation est en train de se gérer. Fait que là, on se dépose tranquillement. Fait que là, on a des réponses un peu plus précises pour la suite des choses. OK. Donc, on se reporte au fameux 9 août. Sentais-tu qu'il commençait à avoir un problème? Cette soirée-là, tout le monde se rappelle que c'était une journée de pluie incroyable. Selon ce que j'ai su, 220 mm de pluie qui a tombé en peu de temps, 20 heures ou quelque chose du genre. Le niveau d'eau a monté dans le stationnement. Vers 9 h le soir, là, que la pluie a commencé à baisser, mais on avait mis des poches de sable à l'entrée parce que les docks de réception étaient pleins d'eau. Fait qu'on a juste sécurisé le magasin. Puis, la situation était quand même sous contrôle. Le samedi matin, on se lève et on dit, exact. Il a arrêté de pleuvoir, il fait soleil. Beau gros soleil, c'est ça. On va recommencer. Je me souviens de ta vidéo de matin. Oui. Tu sais, venez, on est ouvert, on continue, on est Il n'y avait pas de problème. Outre que le stationnement était rempli d'eau, l'eau s'était résorbée un petit peu. Mais les gens rentraient stationnaient par ici. Là. Oui, on mettait sur le côté de l'immeuble, pas en façade. Stationnement secondaire, on avait fait un genre de quai avec des palettes. Fait que les gens, c'était drôle, l'ambiance était bonne. J'accompagnais les gens aux autos pour pas que les gens se mouillent les pieds. Puis super bonne ambiance. Les employés de bonne humeur. Les clients trouvaient ça drôle. Moi, j'avais du fun avec tout ça. Puis le stock était bon. Tout était correct. Tout était correct, il faut quand même le dire. Outre le stationnement qui n'était pas praticable, mais c'est pas le genre d'affaire qui m'atteint. Puis je me dis, bon, aujourd'hui, c'est une journée drôle puis spéciale. Ouais. Puis tout allait quand même bien jusque-là. Puis, là, l'eau, vers midi, a commencé à... je m'étais mis des guides un peu exactement, des repères dans le stationnement. Puis là, l'eau montait. Puis là, il y avait un petit vent qui faisait que, je m'imaginais que c'était à cause du vent, que l'eau avait remonté un peu. Puis vers 1h30 de l'après-midi, les guides ont intervenu beaucoup en haut du moment que je suis arrivé le matin. Niveau sécurité pour les employés puis les clients, j'avais décidé vers 1h30 de fermer le magasin parce que là, ça devenait un peu plus complexe à gérer pour s'assurer que tout le monde soit correct. L'eau rentrait un petit peu, hein? Zéro aucunement. Okay. Juste beaucoup d'eau dans le stationnement. C'est juste qu'il y avait des rigoles, l'eau se drainait. Fait que là, j'ai pris cette décision-là. Bon, on va arrêter ça là pour aujourd'hui. On recommencera demain. Exactement. Puis là, il faisait tellement beau. Je me suis dit, ça va juste s'estomper. Mais c'était vraiment le contraire qui est arrivé. Fait que là, le niveau continue de monter dans le cours de l'après-midi vers 3h, 3h30. Mais pendant ce temps-là, j'avais prévenu le coup. J'avais appelé des camions Vacuum de BI, de Vacuum Saint-Gabriel. Les deux entreprises super proactives, ils m'envoient des camions. Mais le temps que les gars se rendent quand même chercher le camion, c'est un samedi qui faisait beau, on s'entend. Puis le super service, on me répond, puis ça opère. Puis pendant ce temps-là, j'ai fait remettre des barricades à l'entrée du magasin, au dock de réception, aux portes partout. Puis l'eau continue de monter, toujours. J'ai fait monter tout le stock qui était planché. Les employés étaient restés. Exactement. Tout le monde riait, puis tout le monde avait du fun, parce qu'on pensait que les barricades tiendraient, puis ça arrêterait un moment donné de monter, puis que les camions Vacuum, ça arriverait. Mais... Fait qu'avec les camions, on s'était dit, pour le stationnement, ou sinon, justement, si l'eau finit par rentrer en dedans, on va aspirer au fur et à mesure. L'eau continue de monter, mais à une vitesse qu'on contrôlait pas. Puis là, on a commencé à s'infiltrer un petit peu dans le magasin. Ouais. L'eau montait, les camions Vacuum sont arrivés. On commençait à pomper l'eau qu'il y avait dans le magasin, mais c'est comme si on pompait dans le vide, exact. Mon image était, puis mes chiffres sont pas bons, mais c'est comme si on pompait 100 litres à la seconde, mais il en rentrait 1000 sur l'autre bord. Fait que, donc, le niveau a monté. Puis là, la situation est devenue un peu hors contrôle de notre côté, mais nous, on avait tout fait pour contrôler la situation. Dans ton idée, tu dis à des limites, ça va monter d'un pied, 2 pieds, on replacera le stock. Exact, puis on va aspirer au fur et à mesure. Fait qu'on va limiter les dégâts, mais malheureusement, l'eau continue de monter, puis elle a monté quand même très rapidement. Fait que là, j'ai pris une décision par rapport à la sécurité de tout le monde, de fermer le breaker sans le main, comme on l'appelle. Fait que, puis là, je savais qu'en faisant cette opération-là, qu'on perdait tout le stock réfrigéré, congelé. Donc, il était à peu près 6 h le soir quand j'ai pris la décision avec IGA au bout de la ligne. Je disais, écoute, je ferme. Donc, quand il était question de sécurité là, pour les gens, c'était du ça qu'on perdait, mais c'était pas le temps de perdre une vie ou perdre quelque chose. Non, c'est ça qui était important. Exact. Fait que, on a fermé. Puis là, à ce moment-là, je savais qu'on venait de perdre beaucoup de trucs. Mais bon, écoute, ça faisait partie de la game. Puis là, quelques instants plus tard, là, on voyait que l'eau rentrait. Il n'y
avait plus de contrôle. Les camions vacuum ne pouvaient pas faire la job. Donc, tout ça pour dire que ben là, à 6h30, 7h, on a dû quitter le magasin, question de sécurité. Tout le monde était brûlé. On avait de l'eau dans le stationnement, on était à la taille. Puis finalement, ben écoute, j'ai dit à tout le monde, OK, tout le monde sort, on ferme ça. Là, j'ai déclaré comme quoi que c'était tout, c'était terminé, on s'était donné, on était vidé. Tout le monde riait pareil, on gardait le moral. C'est un premier deuil pareil. Écoute, c'est sûr que ça fait mal au cœur parce qu'il y avait tellement d'efforts de fait depuis des années, puis depuis le début de la journée aussi que tout le monde s'était donné. Puis on est encore un peu, je dirais, pas sous le choc, mais c'est comme invraisemblable. Ouais. C'est comme, on n'avait jamais pensé à ça comme scénario. Fait que tout le monde est un peu abasourdi. Puis ben, ça a conclu la journée. Je suis allé me coucher ce soir-là, brûlé totalement. Je te dirais que j'ai bien dormi parce que j'étais tellement brûlé que je me suis réveillé aux petites heures du matin, je pense à 4h30, 5h. C'est tard, ça, pour toi? Ouais, c'est ça, c'est quasiment tard pour moi. Ceux qui me connaissent, qui savent que je suis un peu hyperactif. Fait que je me suis levé, écoute, je me suis emmené ici, puis justement, l'eau est encore très haute. Puis ben là, je savais à ce moment-là que c'était terminé pour le stock, pour il n'y avait plus rien à beaucoup de faire. choses, exact. Et puis justement, les assurances sont arrivés sur place dans l'après-midi, le dimanche après-midi. Quand même. On déclare perte totale ou presque. Là. On ne pouvait pas avoir accès au magasin. J'ai dû envoyer des gens valider le matin que tout était correct à l'intérieur. Fait que il y avait 38 pouces d'eau à ce moment-là dans le magasin encore. Mais l'eau a quand même fait beaucoup de dégâts. Puis là, ben, le niveau d'humidité, la moisissure, tout ça. La salubrité. Là, on savait que c'était vrai. Ouais. C'est ça. Et là, tu te relèves lundi matin, comme tu me dis, mardi matin. Là, tu as encore dormi. Là. Dimanche, tu es encore en train de rouler, puis tu te dis... Là, j'avais une journée de congé le dimanche, ce qui est rare. Fait que là, j'étais en forme lundi matin. J'avais pas eu le choix d'être en congé. Mais tu penses, tu réfléchis, tu te dis, ça y est, moi, je repars, tu avais dit à sauver. Ah oui, écoute, moi, je repars... le dimanche, c'est déjà réglé. On repart la machine, on repart les plans au PC. On rouvre la machine, on s'assure que nos employés soient corrects. Ça, à ce niveau-là, je pense que les employés l'apprécient. Tu les as sécurisés tout de suite le lundi, mardi, écoute, oui, je pense que le mardi, on les a rencontrés, mais le dimanche, je travaillais déjà sur le dossier. Je savais qu'on était pour avoir quelques semaines, quelques mois étant fermés. Je me suis assuré avec les assurances IGA, Sobeys, puis de mon côté que les employés soient sécurisés. Tout le monde a des paiements, tout le monde a un rythme de vie, tout le monde a ses choses, puis on s'est assuré que tout le monde soit correct. Fait que pour plusieurs mois, tout le monde est assuré d'avoir leur gagne-pain. On s'est assuré que personne manque de rien. Puis ça, c'était ma priorité numéro 1. Après ça, priorité numéro 2, c'était le magasin, le repartir, le remettre à niveau, le remettre fonctionnel. Fait qu'on est retombé. J'ai régularisé le problème, pas le problème, mais le dossier des employés. Ensuite, ben, les plans, le lundi, mardi matin, on partait les plans. Tu vides que oui, exactement. Là, je perdais le contrôle un peu là-dessus. C'est les assureurs puis les compagnies de construction. Okay. Mais ça, c'est complètement vide. Là, on ne peut pas rentrer. Non, c'est exactement. Ben, aussi, étant un chantier de construction aussi, là, ça prend les bottes. Mais là, présentement, à l'intérieur, c'est complètement vide. C'est complètement vide. Donc, les équipements ont été sortis. On a rempli le stationnement, pas d'eau ce coup-là, d'équipements. Tous les équipements ont été sortis, sont tous déclarés scrap, malheureusement. C'est récupéré, bien sûr, pour le métaux puis tout ça. Là, mais donc, il n'y avait rien à faire pour les reconditionner. Tout ça, c'était trop longtemps dans l'eau, la moisissure. Donc, on revient sur une coquille vide. OK. Même le revêtement extérieur va être refait au complet. Donc, on va repartir avec un IGA flambant nu à l'intérieur et à l'extérieur. Le plus beau du Québec, c'est ça? Le plus beau, rien de moins. Fait que... Là, t'es à l'étape de faire les plans? Oui, exactement. Dans les plans, ils vont être finalisés parce que l'hiver, on va s'amuser un peu à jouer. À réfléchir, Oui, exactement. Déjà, quelques concepts cool, nouveaux qui n'étaient pas vus, qui vont être en place dans le nouveau magasin. En tout cas, on travaille là-dessus très fort. Les plans finaux devraient sortir demain. Oui, exact. Puis un petit peu remodelé, bien sûr, un petit peu nouvelle touche. Puis donc, on a reparti la machine. Les plans sont faits. Bon, les derniers ajustements. Puis après ça, ben, on recommande les équipements. Les soumissions. Pendant ce temps-là, les travaux se font. Puis c'est un gros roulement. Oui, c'est une belle... comme je disais, c'est dans ma carrière, j'ai été chanceux. J'ai fait réaliser plein de choses, plein de beaux défis, plein de beaux projets. Celle-là, je le prends comme un défi puis un projet. Puis juste qu'il n'était pas planifié. On s'enlève les manches, puis je le refais parce que c'est mon... Ton bébé. C'est mon bébé, oui, exactement. C'est ton premier. Puis ici à Berthier, avec le monde que j'aime, mes employés, mes clients. Donc, on repart la machine. À ce niveau-là, c'est ça, tu as invité des clients, on voyait la pancarte, mais les gens peuvent commander aussi par téléphone pour tu fais de la livraison. Oui, absolument, beaucoup. On faisait beaucoup de livraisons déjà. Beaucoup de gens n'ont pas de véhicule ou peu importe pour les déplacements
déplacement, c'est pas facile. Fait que depuis toujours, on fait la livraison ici à Berthier puis dans les villages alentours. Mais là, aussitôt qu'on a enlevé ce service-là, ces gens-là se ramassaient à plus avoir de... rien, ouais. Exactement. Donc, on s'est assuré de tout de suite de repartir la machine. On manquait d'équipement paillé, c'est comme toujours. Ouais. Servir sur un 10 cents, puis nous a fourni un camion supplémentaire. OK. Puis on a reparti le service de livraison rapidement pour desservir nos clients. À partir de la Valtrie, nos camions sont réfrigérés avec des glacières, donc il n'y a pas de problème. Fait qu'on peut servir les gens aussi efficacement qu'avant. Donc, c'est un gros travail là, qui est encore... Exactement, mais on est super bien entouré. La gang de IGA, la gang de construction qu'on est ici, avec les assureurs, on est super bien supportés. Ouais. Puis j'ai une super gang d'employés qui sont incroyables, qui sont toujours là, Bon. fidèles au poste depuis le jour 1 que j'ai acheté ici à Berthier, qui ont hâte de recommencer, qui sont là, qui ont déjà manifesté le désir de continuer l'aventure avec nous, puis de venir nous aider à remonter le magasin aussitôt que ça va être prêt. Donc, là, présentement, on leur demande de se reposer. Parce que après ça, ils vont travailler. Après ça, exact. Mais là, on leur a fourni en passant, avec notre ami du gym ici, ProÉquilibre à Berthier, Steve, donc on remercie. On leur a organisé un package pour qu'ils puissent aller s'entraîner. Ben oui. Donc, ils sont invités à y aller. Les jeunes ont recommencé l'école, on leur a mentionné les études. Il n'y a pas de casse-tête. Ils ont présentement leur revenu qui rentre, donc de se concentrer sur les études. Ils ont l'entraînement s'ils veulent. Puis c'est le temps de se reposer aussi, faire des formations. Ben, Puis, c'est ça, donc, on veut s'assurer que nos employés restent bien éveillés parce que oui, on va avoir besoin d'eux quand ça va repartir. Bon, ben je te remercie, Jamie. C'est une belle plaisir. preuve de résidence, puis on va te suivre. Merci à vous de pouvoir mettre les points sur les i, Ouais, les c'est bases ça, sur ben, les t, ouais, c'est pour ça. pouvoir expliquer aux gens un peu la situation. Mais ça fait plaisir, toujours un plaisir. D'accord, mais je te Merci. remercie. Une importante mise à niveau de l'usine d'épuration des eaux permettra d'assurer la pérennité de la qualité de l'eau du lac Matapédia. Un reportage de Marc Baudouin de la TVC Matapédia. Les travaux du projet de mise aux normes des installations d'interception et de traitement des eaux usées de Val-Brillant sont maintenant complétés. Et la municipalité a procédé à son inauguration. Alors, je vous y amène. Bonjour à tous. La municipalité de Val-Brillant est heureuse d'être en mesure de respecter les exigences de rejet de l'environnement. Nous savons que ce projet a nécessité beaucoup de travail pour notre équipe et nous sommes fiers de leur implication. Le projet de mise aux normes, interception et traitement des eaux usées de notre municipalité est sur la table à dessin depuis plus de 20 ans. Au fil des ans, de nombreux changements ont été effectués sur le projet, dont des modifications d'emplacement, dues à la présence de milieux humides et de zonage agricole, entre autres. Nos prédécesseurs à la direction et au conseil municipal de la municipalité ont travaillé d'arrache-pied au fil des ans afin de rendre ce projet à terme, tout en respectant les demandes des ministères et organismes. En 2013, la municipalité a reçu du ministère des Affaires municipales une confirmation d'aide financière du programme d'infrastructure Québec Municipalité, PIQM, d'un montant de 3 410 928 $. Ceci couvrait 85 des dépenses estimées du projet à ce moment, qui était estimé à 4 12 857 $. Dans les mois qui ont suivi cette annonce, la municipalité a dû recommencer une grande partie du travail, effectué dû à la découverte par des biologistes d'un milieu humide à l'emplacement prévu des bassins de traitement. De nouvelles études environnementales, de nouvelles demandes à la CPTAQ et un nouveau certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement ont été nécessaires afin de relocaliser le projet à l'endroit actuel. De 2013 à 2022, nos ingénieurs chez BPR Infrastructure, qui est devenu au fil des années Tetra Tech, ont recommencé le travail de conception afin de rendre possible le transport par station de pompage des eaux usées sur le site actuel, ainsi que la construction de ces bassins de traitement par étang aéré. En 2022, la municipalité recevait les autorisations nécessaires du ministère de l'Environnement et de la CPTAQ et avait l'autorisation d'aller de l'avant avec le projet. Cependant, avec l'ajout d'une étape de traitement supplémentaire, soit le traitement tertiaire par filtration granulaire. Les estimations de coûts avaient grandement évolué entre 2013 et 2022. Il fallait donc refaire une nouvelle demande au ministère des Affaires municipales pour augmenter l'aide financière déjà annoncée en 2013. Comme le programme PIQM n'existait plus, une demande de bonification via le programme Primo a été faite. La municipalité a obtenu une confirmation d'aide financière supplémentaire de 4 678 484 $, qui représente 85 des coûts supplémentaires qui totalisent de
qui totalise 8 89 412 de coûts admissibles sur un montant total de 9 516 956 C'est évidemment que je viens tout simplement là, partager ces bons mots à la municipalité de Val-Brillant. Je me souviens entre autres là, d'un épisode avec Hydro-Québec, entre autres, pour le branchement, où il y a eu quand même certains délais par moment. Il y avait des besoins là aussi à effectuer quelques pressions. Alors pour nous, de notre côté, ça a été beaucoup un accompagnement du côté de la municipalité pour s'assurer que les livrables puissent être respectés le plus possible. Et donc, M. Bérubé, à ce moment-là, félicite non seulement la municipalité pour leur investissement, mais aussi pour leur vision d'avenir en termes de développement. C'est pour ça que je tenais aujourd'hui à souligner ces deux mots-là, résilience et persévérance, qui est un beau synonyme de nos communautés dans la Matapédia. Donc, je vais féliciter sincèrement tous les maîtres d'œuvre, tous les gens qui ont travaillé autour de ce projet-là, parce que évidemment, l'eau potable, c'est important, on sait, le traitement des eaux, les contraintes qu'il y a autour de ça. Fait que c'est la base de tout être humain, l'eau. Donc, c'est pas un petit projet, c'est un beau, gros projet. Bien, félicitations. Pour faire l'inauguration officielle, j'invite à tous à prendre part à la photo. Je suis en compagnie du directeur général Michael Vignola et le pro-maire Maxime Tremblay. Bonjour à vous deux. Bonjour à toi. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour parce qu'on inaugure les installations de l'épuration des eaux, de l'usine d'épuration des eaux. C'est un projet que ça fait quand même plusieurs années là, qui est dans les cartons. Donc c'est intéressant, c'est une très grande journée aujourd'hui. Oui, c'est une très grande journée aujourd'hui. Depuis que ça fait au-delà de 32 ans que tantôt, comme tantôt on a dit, qu'on attend ce grand jour pour tout ce qui est la population de Val-Brillant et pour mettre aux normes tous nos rejets au lac. Donc, on parle d'une mise aux normes. Donc, dans le fond, c'est des travaux qui étaient essentiels. Absolument. Dans le fond, nous, notre ancien système de traitement n'était plus suffisamment performant pour traiter notre eau usée. Alors, il fallait faire une mise aux normes là, pour respecter les normes de rejet environnemental là, pour le rejet au lac. À titre d'exemple, le phosphore dans l'eau usée qu'on doit éliminer, on l'éliminait seulement à 1,40 mg par litre environ là, au rejet de notre ancien système de traitement. Puis maintenant, avec notre nouveau système de traitement, là, on est à 0,13 mg par litre là, de rejet en taux de phosphore. C'est un élément très important là, pour la qualité du lac Matapédia, puis sa pérennité aussi. Là. Donc, justement, pour l'inauguration, vous avez fait ça en grand. Vous avez même organisé une visite guidée pour expliquer le fonctionnement de l'épuration des eaux. Fait que c'est quand même intéressant. Bien, dans le fond, on trouve que c'est important que les gens sachent comment ça fonctionne, puis aussi c'est quoi les étapes du traitement, etc. C'est intéressant de voir l'installation, mais de savoir aussi comment ça fonctionne, comment que les bactéries, comment que l'eau usée se traite, finalement, l'injection des produits chimiques, etc. On trouvait ça important de prendre le temps d'expliquer aux gens. Un projet comme celui-là, ça ne se réalise pas tout seul. Vous avez beaucoup de partenaires, puis il y a du financement aussi à travers tout ça. Oui, absolument. On a reçu du ministère des Affaires municipales via le programme PQM. En 2013, on a reçu un montant de 3 millions quelques là, de ce programme-là. Puis, depuis 2013, que le projet a beaucoup changé et évolué, là, des contraintes de milieu humide et autres. Puis en 2022, la nouvelle estimation de coût là, était en haut de 9 millions. Alors, on a retourné faire une nouvelle demande au ministère des Affaires municipales via le programme Primo. Alors, on a reçu là, un montant total là, de un petit peu plus que 8 millions là, de subventions du ministère des Affaires municipales via les programmes PQM et Primo. Puis, la balance, là, ça va être un financement là, pour la municipalité sur une période de 20 ans. Et vos partenariats dans ce projet-là? Qui sont-ils? Bien, dans le fond, on n'a pas vraiment de partenaire financier autre que le ministère des Affaires municipales via les programmes d'aide, sauf que c'est certain qu'il y a un projet de cette ampleur-là dans une petite municipalité comme nous autres. C'est un projet qui demande beaucoup de chimie avec de chimie avec les entrepreneurs, etc., les fournisseurs, pour qu'on puisse mettre à terme là, un projet de cette envergure-là. Puis aussi, il y a le démantèlement des anciens systèmes qui s'en viennent, etc. Il faut qu'on gère tout ça. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à mettre là, dans ces projets d'eau usée. Là. Et puis le fonctionnement de tout ça, ça va prendre combien d'employés qui vont s'occuper de tout ça? Dans le fond, le traitement de l'eau usée à Val-Brillant, dans le passé, c'était quelques heures par mois. Maintenant, c'est plusieurs heures par semaine. Là. Okay. On parle de 15-18 heures par semaine
juste pour la surveillance, puis l'ajustement, puis les tests d'eau, etc. par rapport à l'eau usée. Avec le nouveau système et les nouvelles exigences qu'on a, c'est facilement le triple de ce que c'était avant là, comme temps d'employé. Donc, c'est quand même une grosse affaire, tout ça, là. Absolument. Bien, merci à vous deux, puis bravo là, pour la réalisation de ce projet là, de longue haleine. Bien, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Le centre de traitement des eaux usées de la municipalité de Val-Bryan est situé au 40 rue du Cimetière. Le chemin est accessible par la route 132. À Cap-Santé, la Fondation Héritage Faune organise des journées de pêche à la ligne pour favoriser l'intégration des nouveaux arrivants. Un reportage de Charles Laviolette de CJSR. S'il y a une activité qui rejoint tout le monde, qui rassemble et qui transcende les cultures, c'est bien la pêche. L'organisme Accès Travail Portneuf encadre les nouveaux arrivants dans la région, en particulier les travailleurs agricoles temporaires. Pour une troisième année consécutive, ATP a organisé au quai de Cap-Santé une activité de pêche lors de laquelle des néophytes ont été jumelés à des pêcheurs d'expérience. On a discuté avec Elena Baron de Héritage Faune. Héritage Faune, c'est la fondation officielle de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Grâce aux dons amassés, l'organisme a financé l'achat de 25 permis de pêche pour les nouveaux arrivants qui ont participé à l'activité. La Fondation, via son programme de bourse relève, initie environ 15 000 nouveaux chasseurs et pêcheurs par année. Tout ça grâce à un magnifique réseau bénévole d'environ 1500 personnes là, qui participent à ces activités-là, qui les organisent comme celle ici aujourd'hui. Et puis cette activité-là est née d'une idée suite à une collègue, Émilie, et moi-même qui avions fait des jumelages avec des nouveaux arrivants grâce à Accès Travail Portneuf. Et puis, on s'est dit, bon, ben pourquoi pas les initier à la pêche? On a plein de beaux quais dans la région. On s'est informé aux pêcheurs locaux quel quai avait le plus de succès pour initier des gens. Ici, c'est bien parce que, bon, il y a des tables à pique-nique, on a de la place, des petits préaux là, au cas où il pleut. L'accès est facile, tout le monde connaît. Puis, ce qui est important, c'est que les gens vont pouvoir revenir gratuitement. C'est un accès qui est gratuit, donc ça, c'est merveilleux. C'est une belle chance qu'on a dans la région. On a nos bénévoles là, qui viennent nous aider à démêler des lignes, à donner des trucs à nos nouveaux pêcheurs. Donc, ça fait une belle occasion d'échange aussi. Puis, je me souviens de la première édition où Marc, un de nos bénévoles, a initié Amina, qui était l'organisatrice. Puis, je pense qu'elle a vraiment attrapé la piqûre de la pêche cette fois-là, Amina. Donc, puis là, Amina a découvert le plaisir de la pêche. Puis, découvert que les Québécois, il y en a qui aiment beaucoup la pêche. Justement. Puis, c'était le point de départ de mon amour pour la pêche. Par la suite, je me suis acheté ma première canne à pêche, puis la seconde. La première, elle était plutôt basique, donc je pense que c'est moi qui m'a conseillé une petite canne à pêche basique pour un début. Puis par la suite, j'ai peut-être gradué, là, je suis allée chercher un qui est un peu plus meilleur, mais quand même, j'aime beaucoup la pêche. Puis il me racontait des histoires, les différents poissons qu'il a pu pêcher, puis c'est le fun. La première fois, je n'ai pas vraiment attrapé un poisson, je l'ai échappé dans le... Je pense le poisson a mordu, puis par la suite, je ne sais pas si j'ai pas su avoir une bonne technique pour le retenir, mais il est parti. Fait que c'est une certaine sensation qui reste en nous, puis on a envie d'aller jusqu'au bout, on réessaie. Puis il y a le calme, la tranquillité aussi qui vient avec l'activité de pêche qui est vraiment agréable. Ouais. Fait que tu as eu la piqûre. C'est ça, une belle piqûre. Surtout quand on a quelqu'un comme Marc qui nous accompagne, qui nous initie dès le début, bien, c'est sûr qu'on ne peut pas s'en passer de la pêche. On a 25 participants qui sont de différents horizons. Donc, on a des travailleurs qui sont du Guatemala, d'autres qui sont plutôt de la Colombie. On en a de la Tunisie. Donc... Je présente notre ami José Murillo, un grand pêcheur
Un grand bénévole d'Accès Travail Port-Neuf. Il travaille aussi à l'épluchette de blé d'Inde. À chaque année, c'est lui qui grille les blés d'Inde. Approchez-vous. À chaque année que les autres font une activité de pêche, là, ben, je viens les donner un coup de main. Là. Environ 26 ans qu'ils pêchent ici au Québec. Ben, aujourd'hui, ils sont en train de pêcher le doré. Ils utilisent des jigs de différentes couleurs, avec des tailles de différentes grandeurs aussi. Il y en a aussi qui sont en train de pêcher avec des barres de taille. Il y en a plusieurs avec des barres de taille. Je pense que le premier doré est sorti avec une barre de taille. Aussi, on peut prendre un bout de barre de taille avec environ une pouce de long pour mettre après le restant de l'ançon, pause le jig. Ça laisse une odeur dans l'eau. C'est attirant pour le poisson. Ça fonctionne. Ça fait longtemps que vous pêchez ici, vous? Il n'y avait pas de pierre autour du quai quand j'ai commencé à venir. Pour le doré, tout ce qui bouge ou qui dégage une bonne odeur, alors sur le ver de terre ou sur des jiggers colorés qui bougent beaucoup lorsqu'on les ramène. Là. Mais la difficulté du milieu, c'est qu'il faut ramener rapidement, pas laisser caler pour ne pas perdre nos appâts parce qu'il y a beaucoup de roches dans le fond. Il faut faire preuve d'imagination lorsqu'on pêche. Si le poisson ne collabore pas, il faut lui offrir la tentation. C'est là l'activité. On peut même essayer des rapalas ou des choses semblables. Tout est permis. Ouais. C'est comment monter la ligne pour moi. Donc pour monter la ligne, attacher les hameçons comme il faut, ça c'est plus difficile pour moi. Il y a des techniques, évidemment Marc m'a montré des techniques, mais ça reste aussi quelque chose qu'il faut pratiquer avant d'avoir les doigts pour ça. Un fil de pêche, on ne fait pas un nœud n'importe comment. On ne peut pas faire un nœud comme dans une ficelle de coton, parce que le nœud va glisser. Alors ça prend un nœud bien spécifique. Le palomar, c'est le plus fréquent que j'utilise, parce qu'il est très vite fait, puis il est solide. Alors ça roule bien pour ça. Donc, on peut pêcher on échange beaucoup sur qu'est-ce qui se mange, c'est quoi les espèces d'intérêts aussi. Ça permet beaucoup d'échanges, puis de parler d'un sujet qui est une passion aussi pour nos bénévoles, pour nous. Puis, c'est un type d'intégration aussi. Dans la région, on a beaucoup de nouveaux arrivants, donc ça leur fait une activité accessible, gratuite ou presque. Accès Travail Port-Neuf, via la subvention d'Héritage Fond, va pouvoir donner quelques cannes à pêche. On a acheté les permis de pêche, donc ils vont pouvoir retourner à la pêche durant la saison. La pêche, que ce soit au Québec ou que ce soit à l'étranger, c'est international. C'est pas comme le sirop d'érable qui est québécois. La pêche, c'est vraiment quelque chose d'international. Donc, dans ce genre d'activité-là, tout le monde se retrouve comme si tout le monde se connaissait. C'est assez magique là, comme ambiance. Au large de l'île aux Coudres, le Musée maritime de Charlevoix mène actuellement des fouilles archéologiques sur l'épave du Minerva. Mathieu Larivière, de TVCO, nous indique que ces fouilles serviront, entre autres, à produire un documentaire. Le Musée maritime de Charlevoix débute un nouveau projet d'exploration sous-marine qui s'ancre au cœur du fleuve Saint-Laurent. À l'heure actuelle, on est en train de tenter d'identifier une épave qui a été localisée par les services hydrographiques canadiens depuis déjà plusieurs années. La technologie aidant, on est en mesure maintenant de pouvoir sonder le fleuve, le lit du fleuve avec beaucoup plus de précision pour détecter la présence de dangers à la navigation. Ce faisant, on trouve parfois des anomalies qui se transforment en épaves. Et dans ce cas-ci, on savait qu'il y avait au moins 2 épaves dans la région de l'île aux Coudres. En fait, il y en a au moins 3, peut-être plus, peut-être davantage. Mais le projet était de tenter d'identifier une de ces épaves-là qui se trouve au sud de l'île aux Coudres.
Pour l'instant, ce n'est pas encore des fouilles archéologiques. On est dans une phase exploratoire, c'est-à-dire qu'une épave a été localisée, il fallait plonger, donc il y a eu une première plongée exploratoire par un groupe de plongeurs de Montréal, les plongeurs techniques de Montréal. Donc, eux ont été faire une exploration, ils ont confirmé parce qu'on croyait que c'était peut-être une goélette contemporaine qui avait fait naufrage. Mais dans ce cas-ci, ils ont déterminé que c'était une épave beaucoup plus ancienne. Et en faisant un survol des différentes archives, on a pu déterminer que le bateau le plus probable serait un bateau anglais qui s'appelait le Minerva. L'aventure dans laquelle se lance le musée permettra d'alimenter 2 projets au cours de l'année 2025. Donc, on a mandaté Lily Marcotte, une documentariste, de monter une expédition cette année pour aller faire un tournage de l'épave et de ce qu'on en a perçu. C'est qu'on a vraiment une très belle épave cette année. Donc, un groupe d'archéologues, de plongeurs professionnels. Il y a Mario Cyr, qui est un grand cinéaste, qui est plongé avec ses caméras géodésiques. On avait également un drone, un aquadrome qui va sous l'eau, qui est allé filmer tout ça. Donc, on va produire un documentaire qui va devenir une exposition l'an prochain ici à même le musée. Donc, un documentaire sur cette fouille qui a eu lieu cet été. Les premières plongées ont permis de dévoiler quelques mystères de l'épave méconnue. Une chose qui est sûre, c'est que les images qu'on a captées sont vraiment fascinantes. Donc, l'épave est vraiment en très bon état. Évidemment, il y a des encres, il y a plein de choses qu'on y retrouve. Et à ce moment-là, ils ont pu découvrir certaines traces de la cargaison que le bateau transportait. Entre autres des pipes en plâtre qui étaient typiques de l'époque, et d'autres éléments beaucoup moins évidents à cause des coquillages qui les recouvrent. Donc, on présume avoir au moins une ancre, peut-être même 2, qui ont été localisées, ce qui pourrait éventuellement nous donner de meilleures informations. Les conditions du milieu dans lequel gît l'épave présumée du Minerva expliquerait en partie les raisons pour lesquelles le site n'aurait pas été exploré auparavant. C'est une épave qui n'avait pas été fouillée. Elle est assez profonde quand même et il y a beaucoup de courant dans ce coin-là. Donc, ça prend vraiment des professionnels pour aller plonger là. Ce n'est pas les amateurs qui peuvent se rendre là. Alors, on a installé une ligne de vie. On est descendu avec nos bateaux. On a eu 5 jours de tournage à même l'épave. C'est 25 minutes sous l'eau. On remonte, puis on revient le lendemain. On a eu des conditions climatiques vraiment idéales pour cette plongée-là. Mais la raison, probablement, c'est parce qu'elle est quand même difficilement atteignable. Le directeur général sortant reconnaît que cette expédition s'inscrit dans une nouvelle tendance du musée pour les expositions qui portent sur des naufrages de bateaux. Il y a des drames là-dedans, il y a des gens de la région, et tout ça. C'est une histoire qui fascine les gens, donc les naufrages. Puis c'est effectivement pendant la création de l'exposition de naufrage qu'on a eu vent de cette épave, qui était très bien préservée sous l'eau, parce qu'elle était on calcule environ 130 pieds de profondeur, donc 45 mètres. Et donc, cette épave qui est bien préservée parce qu'il n'y a pas beaucoup de sel à cette profondeur-là. Donc, l'épave, c'est très bien conservé. Donc, on a poussé l'idée de faire un documentaire sur cette fouille et dans l'obtention de peut-être en 2026 de présenter une nouvelle exposition ici au Musée maritime, sous toute réserve, avec un dôme géodésique. On va réinstaller un dôme géodésique sur le site et de là présenter un film, un conte pour tous, un scénario de film avec Mario Cyr en vedette dans le document. Et donc, c'est une première étape, ce documentaire. L'expédition sous-marine a également pour but la sensibilisation au patrimoine historique du Québec. C'est normal d'avoir cette curiosité, cet intérêt, parce que c'est des bateaux qui étaient sur une liaison souvent triangulaire. Donc, l'Angleterre, le Canada, et on allait en Guyane chercher du sucre, de la mélasse, et on remontait vers l'Angleterre. Donc, c'était comme un triangle de navigation, et c'est ce qui a fait en sorte que beaucoup d'immigrants écossais, dans ce cas-ci, ont peuplé la région de Montréal, ainsi que l'Ontario. Et c'est un peu normal qu'on ait cette curiosité de dire, bon, bien ça, c'est un bateau qui joue quand même un rôle essentiel.
En ce qui concerne, entre guillemets, la mémoire, pourquoi est-ce que c'est important de mener ces expéditions-là, à votre avis? Bien, c'est justement pour conserver la mémoire, pour savoir d'où on vient. On sait qu'on vient des Français, mais on sait que les Anglais sont venus également après. L'interaction entre les deux, jusqu'à un moment donné où on devient un pays, bien, c'est intérêt de voir toutes ces étapes. Et l'étape maritime était une étape essentielle. Si on considère l'aviation, c'est très récent. La navigation, bien, c'est grâce à la navigation que Jacques Cartier s'est rendu sur nos terres et que Champlain a fondé une ville. Donc, l'histoire est très importante et il faut vraiment faire des efforts pour la conserver, pour que les autres générations puissent s'en souvenir. Une autre séquence de plongée est prévue au cours des prochains mois pour la poursuite du projet. La municipalité de Sainte-Luce a rendu hommage le 7 septembre dernier à une illustre citoyenne, soit l'haltérophile et championne olympique Maude Charron. Marc Després de TV Métis était sur place. Bonjour tout le monde. Ça nous fait plaisir, Maude, de t'accueillir dans ta municipalité à Sainte-Luce. Aujourd'hui, le conseil municipal de Sainte-Luce ainsi que toute la population tiennent à te féliciter chaleureusement, Maude, pour tes performances remarquables aux Jeux olympiques. Ton parcours est un témoignage inspirant de dévouement, de détermination et d'excellence. Tu représentes notre communauté avec fierté et distinction sur la scène internationale et nous sommes immensément fiers de toi. En reconnaissance de tes accomplissements extraordinaires et de l'exemple que tu représentes pour nos jeunes et même pour les générations futures, en faisant la démonstration que lorsqu'on habite en région, oui, tout est possible et on peut aussi réaliser nos rêves. Nous avons le grand plaisir d'annoncer que le parc, situé ici dans le secteur Sainte-Luce-sur-Mer, deviendra le parc Maude Charron. Le parc, quand je parle du parc, c'est le parc qui est près du bureau municipal, qui va être aménagé. C'est ça. Il va être aménagé pour refléter les valeurs qui te sont chères, soit l'engagement, le dépassement de soi et l'amour du sport. Ce parc, en plus d'y contenir le terrain de jeu pour enfants, un terrain de soccer, une patinoire avec anneaux de glace, un skatepark, des modules de jeu pour enfants et des balançoires, il comprendra aussi un aire d'entraînement extérieur inspiré de ta discipline, qui permettra à tous d'essayer de nouveaux défis. Un parcours santé avec différents équipements de musculation et d'agilité sera également disponible afin d'encourager les jeunes, les familles et les aînés à bouger et adopter un mode de vie sain et actif. Des panneaux d'information et des fresques retraceront ton parcours sportif, tes réussites et les valeurs qui t'ont guidé. Ce parc sera un espace de rassemblement et de célébration pour notre communauté où les gens pourront se réunir, s'inspirer et se motiver en suivant ton exemple. Nous espérons qu'il deviendra un lieu où les jeunes se sentiront encouragés à poursuivre leurs rêves, tout comme tu l'as fait. Merci, Maude, de porter avec tant de passion et d'énergie les couleurs de Sainte-Luce, du Québec et du Canada. Tu incarnes des valeurs de persévérance, de courage et d'esprit sportif que nous chérissons tous. Ce parc servira de rappel constant de ce que l'on peut accomplir avec du travail, de la passion et de la détermination. Encore une fois, toutes nos félicitations, Maude. Nous avons hâte de célébrer l'ouverture de ce parc avec toi et de te voir continuer à briller autant sur les podiums que dans ta vie. Félicitations, Maude.
Bonjour. Ben merci, Mme Barriot. Merci Sainte-Luce de me faire ce petit honneur aujourd'hui. Je suis née ici, j'ai joué dans ce parc-là étant jeune. Ma meilleure amie habitait là quand j'étais jeune, fait que c'était notre rendez-vous à chaque semaine. J'ai vraiment hâte de voir le résultat de ce parc-là. J'ai hâte de faire l'ouverture avec vous. Sainte-Luce, c'est une petite ville. On est des gens qui travaillent fort, qui travaillent de notre côté. On court pas après le spotlight, mais on travaille fort. Puis, comme vous dites, moi, je représente un peu ça. Les spotlights comme ça, c'est pas mon fort. Je suis une petite fille timide. C'est pour ça que j'habite en région, pour avoir une petite vie tranquille. Mais bien sûr, ça me fait toujours un plaisir de représenter la ville, le Québec, le Canada sur la scène internationale. Je sens que cette année, on a été bien représentés en général. J'ai eu des beaux jeux. Avant qu'on me le demande, je ne sais pas si je vais au prochain. C'est dans 4 ans. On ne sait pas qu'est-ce qu'on fait dans 4 ans. Pour le moment, tout ce que je veux, c'est me replacer, me reposer, vivre dans ma petite ville relax, marcher mes chiens, développer d'autres passe-temps, redécouvrir la personne que je suis à côté du sport parce que c'est pas ça que je suis. Voilà. Essayez de dire ça 4 fois, ouais. Fait que voilà, merci d'être là aujourd'hui. Puis merci de me recevoir. On a organisé avec Maude, on a fait faire des cartes qui vont vous être distribuées, avec une photo de Maude aux Olympiques, puis avec un petit message de félicitations à l'arrière. Puis Maude est invitée à chacun de vous, là, vous pourrez vous présenter. Maude va faire dédicacer chacune des cartes. Fait que j'inviterais peut-être Sheldon, le directeur général, c'est toi qui as les cartes actuellement. Fait que peut-être vous présenter en ligne, puis on va vous donner les cartes, puis Maude, tu peux t'asseoir, puis faire les signatures. Mario Lacombe de CEMA TV était à la 35e édition du Festival mondial de l'accordéon de Montmagny. On écoute son reportage. C'est ce week-end que se tenait à Montmagny la 35e édition du Festival mondial de l'accordéon. Catherine Couillard, directrice générale du Carrefour mondial de l'accordéon, nous fait la nomenclature des artistes qui y étaient présents cette année. On a été très, très contents de recevoir à nouveau Alessandro Gaudio qui était avec nous en 2019. Donc, c'est quelqu'un qui avait vraiment marqué là, cette édition-là. Puis cette année, on l'a reçu avec Salvatore Pace, donc un duo d'Italie. Qu'on a fait venir grâce à la contribution du Conseil culturel italien de Montréal. Donc, vraiment un duo extrêmement talentueux. On reçoit également Annie Pold avec Andy Murray. Donc, c'est un duo Belgique-Royaume-Uni qui sont venus vraiment il y a plus d'une dizaine d'années. Donc, on les reçoit encore à nouveau en musique du monde. On a la chance d'avoir avec nous aussi, on a eu Costa Bozinov de la Colombie-Britannique, Tipsy 3, donc 3 filles des Maritimes, qui sont Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Québec, qui font de la musique traditionnelle. Donc, c'est un trio là, qui est toujours fort apprécié. En musique classique, on a reçu pour la première fois Georgina Bognard, donc de la Serbie, ainsi que Raimondas Zviakevičius, donc de la Lituanie, qui sont avec nous là, pour représenter de la musique classique. C'est des gens qui font beaucoup de concours en Europe, là, qui sont très, très en vue, donc on a été très contents. De son côté, Sylvain Vézina d'Accordéon Mélodie nous parle des retombées du Festival mondial de l'accordéon dans la région. Donc, en tant que facteur d'accordéon, c'est très bien, on se fait connaître. Et du monde pour toute la planète viennent ici, puis ça prend ça, puis c'est très bon pour Montmagny. Hein? En terminant, Catherine Couillard nous fait part de ses souhaits pour l'édition 2025 du Festival mondial de l'accordéon. Pour 2025, ce qu'on aimerait faire, malgré les aléas de la température, on aimerait de plus en plus offrir des spectacles extérieurs, surtout en soirée. Bon, ça apporte une dynamique différente, une dynamique de festival pour un public aussi renouvelé, quelque chose qui brasse un peu plus. Donc, c'est vers là qu'on s'en va là, pour les prochaines années. Mario Lacombe au Festival mondial de l'accordéon de Montmagny pour
pour CEMA TV. C'est tout pour le bulletin des régions cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à bientôt.